Est-ce que les organisations ont pu retourner au Soudan? Sous un autre nom. Sous un autre nom. Sous un autre nom. Il y a eu beaucoup de pression. Un autre nom ou une nationalité du même réseau d'ONG. Ronnie Broman qui voulait intervenir également. Merci. Oui, la difficulté de ce genre de débat, c'est d'arriver à garder plusieurs fers au feu en même temps. Si mes propos ont pu être interprétés comme une sorte de volonté de sortir le droit du champ de nos analyses, de nos outils d'action, eh bien c'est à tort. C'est pas du tout ce que je pense. C'est simplement la place relative qu'occupe le droit dans l'ensemble de nos préoccupations que je voulais pointer. Et dans mon esprit, mais là-dessus, il y a, y compris au sein de Médecins sans frontières, des tas d'opinions différentes. Dans mon esprit, c'est une place assez congrue, disons, assez limitée. Pour d'autres, elle est plus importante. Ça fait partie du débat. Et quand Jean-Marie rappelle à juste titre que les gouvernements sont très nerveux, que ce soit les Israéliens par rapport au rapport Goldstone, les Sri Lankais par rapport à la nomination de ces pré-rapporteurs, etc. Effectivement, il pointe une réalité tout à fait, parlante. Ce sont des choses qui embêtent les États, ce sont des actions qui les déstabilisent, enfin qui les fragilisent un peu, donc en effet, ça va dans le bon sens. Moi, la question que je me pose par rapport à ça, enfin, disons, là ne tournons pas autour du pot, personnellement, c'est pas une question, j'ai déjà la réponse à titre individuel là-dessus. Je déplore que les ONG fassent preuve d'un tel engouement pour la justice pénale, pour les formes, disons, pour la pénalité en général, la punition, le châtiment. Je préfère les ONG du côté des victimes que du côté des flics. C'est plus disons une culture personnelle, un sentiment, un profil psychologique qu'une position politique. Mais enfin, ça débouche là-dessus. Et en tout cas, il me semble qu'elles sont plus utiles de ce côté-là que de l'autre, parce que des gens à matraque, il y en a plein partout. Maintenant, les ONG brandissent aussi une matraque virtuelle. Je ne trouve pas que ce soit un progrès, personnellement, et je le dis en toute amitié aux organisations de défense des droits de l'homme qui ont fait de la Cour pénale une sorte de fétiche. Je pense qu'elles font fausse route et que le très bon boulot qu'elles font par ailleurs devrait plutôt les mobiliser que celui-ci. Mais l'autre point que je voulais évoquer tout à l'heure et que je n'ai pas voulu pour faire court, c'est l'espèce d'asymétrie fondamentale dans laquelle on se trouve lorsque on est justement simplement dans le juridique. Il y a pas mal de situations, ne les nommons pas forcément dans un premier temps, on pourra peut-être y venir plus tard, mais pas mal de situations dans lesquelles il est beaucoup plus simple de critiquer un gouvernement et une armée en opération qu'une guérilla. Parce que si violentes que soient ces armées gouvernementales en opération, elles sont souvent beaucoup plus retenues que des guérillas qui, pour des tas de raisons, pas parce que les guérillas sont composées de gens plus méchants que des soldats, mais parce que les conditions de leur combat sont celles-ci, les guérillas utilisent des tas de subterfuges pour se masquer. Elles se cachent dans des marchés, dans des zones d'habitation et appellent, on l'a vu à Gaza, en Somalie, au Sri Lanka, dans plein d'endroits, elles utilisent la population civile comme bouclier et enclenchent, ce faisant, un cercle vicieux qui est souvent dommageable. Or, il est beaucoup plus difficile, en tout cas pour une ONG, je ne sais pas ce qu'il en est pour le CICR, mais il est beaucoup plus difficile de pointer ces responsabilités-là. Si bien que, d'une certaine manière, en s'adressant aux forts, on s'adresse aux faibles. Je veux dire par là qu'en tapant sur le fort, celui qui militairement est costaud, le gouvernement, l'armée, avec ses moyens considérables, il est, disons, moralement ou juridiquement, plus faible, parce qu'il est au centre du jeu, au centre de la cible, et qu'il est beaucoup plus facile de l'atteindre que les cibles, les groupes extrêmement diffus, dont les agissements sont difficiles à documenter, et qui, de toute façon, ne peuvent pas renoncer à leur façon de faire, faute de quoi ils se feraient totalement éradiquer. Donc il y a là, parmi les nombreuses asymétries, parmi les nombreuses difficultés que pose l'usage du droit, une sorte de vice, enfin de phénomène vicieux qui est tout de même très embarrassant et auquel il faut, je pense, attacher une certaine importance. Par ailleurs, toujours dans le terme de l'asymétrie, est-ce que Israël est pire que le Zimbabwe ?
du point de vue de la violation des droits de l'homme. Probablement pas, ni de point de vue quantitatif, ni du point de vue, ni à d'autres points de vue. Ce qui nous gêne dans la position, ce qui nous gêne ou qui nous révolte dans la position israélienne, c'est l'invocation simultanée de l'appartenance au code démocratique et l'usage de méthodes dictatoriales. C'est ce contraste-là qui est absolument insupportable dans la politique israélienne. Parce que si Israël, c'était la Birmanie ou le Zimbabwe, finalement, ça ferait partie du lot commun, ça ne mobiliserait pas autant de gens, outre le fait que c'est une démocratie colonialiste et que c'est un régime qu'on pense appartenir à l'histoire, sauf dans ce cas présent. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des considérations politiques qui nous rassemblent et que, du coup, le droit est toujours en train de courir loin derrière les autres représentations. C'est l'une des raisons pour lesquelles il me semble qu'il est assez faible en l'occurrence. Et puis, un dernier point sur Bachir. Je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit. C'est Bachir qui est responsable de l'expulsion des ONG et pas la Cour pénale internationale. Ça ne fait absolument aucun doute. Et, par contre, ce dont est responsable la Cour pénale internationale, c'est des mensonges, des falsifications qui sont à la base de l'inculpation pour génocide de Béchir. Ça, c'est autre chose. Et ça, ce sont le procureur et les juges de la chambre préliminaire qui en sont les responsables. Quand on présente les camps dans lesquels se sont regroupées les populations déplacées du Darfour comme une sorte d'Auschwitz des sables, comme un lieu où on poursuit par attrition, par épuisement, par la famine et la maladie, le génocide entamé en 2003-2004, on se moque du monde et, au passage, je le dis aux ONG qui sont présentes, on appelle à l'inculpation collective des ONG qui ont contribué à la fabrication de ce décor qui faisait croire aux gens que dans ces camps, on survivait alors qu'on promettait les gens à la mort. Donc c'est irresponsable, c'est mensonger, c'est dégoûtant, et ça, c'est bien la Cour pénale internationale qui en est responsable. Donc avec des amis comme ça, avec des acteurs comme ça, la Cour pénale n'a plus besoin de petits ennemis comme moi, parce qu'elle est en train de creuser sa propre tombe. Alors on fera peut-être un débat Cour pénale internationale à un autre moment, mais là peut-être on va reprendre justement sur ce que vous disiez sur les acteurs non étatiques, hein, c'est-à-dire donc guérilla, etc. Comment agir justement dans le cadre de la dénonciation par rapport à des acteurs comme ça qui, voilà, de toute façon leur modus operandi c'est justement de ne rien respecter. Bon, je rappelle ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, pour que ça soit clair. C'est déjà si difficile avec les États. Et donc, nous ne sommes pas qualifiés à ACF pour le DIH, que c'est bien plus le CICR, oui. Et que quand nous intervenons, c'est sur les questions pour lesquelles nous sommes compétents, à savoir les questions de vulnérabilité des populations au regard alimentaire, au assainissement. Et vous allez voir où je vais en venir. Et donc, nous avons développé un service plaidoyer sur ces questions-là, en voyant à chaque fois la difficulté à intervenir, y compris quand on s'exprime uniquement sur le sort de population dans leurs conditions de vie, parce que malgré tout, c'est pas simple. Alors, avant de passer sur le point que je voudrais évoquer, qui est quand on est confronté en tant qu'ONG à un besoin de justice quelque part. C'est-à-dire qu'on est touché par des actes de violence, comme on l'est parfois, et où on a besoin du droit, où on aimerait voir le droit, parce que voilà, c'est comme toute personne qui est confrontée à ça, et je vais y venir après, parce qu'il y a l'aspect ACF dans sa mission, avant tout, de cibler les vulnérabilités humaines au niveau alimentaire, au assainissement, dans le domaine où nous sommes compétents, de le faire savoir, de dénoncer quand on estime que ces gens-là n'ont pas à manger, etc. Et ce qui est autre chose, comme on l'a vu tout à l'heure sur les droits de l'homme, ou DIH, ou là c'est le CICR, pour autant, quand on est confronté à une injustice, quelque part, parce que des personnes voilà, sont massacrées ou sont tuées, on se tourne vers les spécialistes du droit et on regarde qu'est-ce que l'on a. Alors qu'est-ce que l'on a ? On n'a pas grand-chose finalement, puisque ces pays, ce sont des États. En tant qu'ONG privée au niveau international, vous êtes à travers l'article 2 de la souveraineté de la Charte des Nations Unies, article 2 de la Charte des Nations Unies, la souveraineté des États. C'est-à-dire que le Sri Lanka fait une commission présidentielle avec des membres, ces membres sont promenés, il y a le juge, il y a toute une série de démarches qui se fait, c'est d'une grande lenteur.